il reçut la bénédiction du dieu dragon d'eau scellée en lui et ne réveilla ses pouvoirs que des années plus tard pour combattre le dieu de tous les dragons. Pendant longtemps, l'archipel d'Ayaka abrita à la fois des humains et des esprits. La plupart des esprits sont faibles et inoffensifs, mais certains possèdent des pouvoirs semblables à ceux des dieux. Grâce à eux, l'île est toujours imprégnée d'une énergie naturelle appelée énergie tellurique. Les humains peuvent apprendre à la contrôler pour combattre les esprits maléfiques. Le père de Yukito, Makoto, était le plus grand maître tellurique de sa génération. Un jour, un esprit très puissant vivant dans le volcan perdit le contrôle, ce qui provoqua une explosion. Tous les villageois durent évacuer, mais Makoto resta pour combattre l'esprit et finit par sacrifier sa vie pour sauver Yukito, lui permettant ainsi de devenir un jour le maître le plus puissant. 11 ans plus tard, Yukito vit seul et distant dans un orphelinat de la ville. Le lendemain de sa remise de diplôme sur le continent, un fou nommé Sagawa Jinji, ancien élève de Makoto, débarque à l'école pour le récupérer. Yukito tente de l'éviter, mais Jamie le met dans un sac magique et l'emmène sur la deuxième île, Ayaka. Là, il raconte à Yukito qu'il a vécu sur cette île jusqu'à l'âge de 5 ans, mais que Yukito se souvient à peine de son enfance. Ils sont accueillis par Momoko, qui s'occupe de la vieille maison familiale des Yanagi, et Sanji, mère d'Ayakashima et tuteur légal de Yukito. Momoko emmène tout le monde à la vieille maison où Yukito découvre une photo de son père qu'il ne reconnaît même pas. Elle explique que Makoto avait d'incroyables pouvoirs surnaturels et que tout le monde croit que Yukito a hérité de ce don. Yukito ne comprend rien et demande pourquoi il a été jeté dans un sac magique et ramené sur l'île après des années de solitude. Le maire répond que c'était la volonté de son père. Dans son testament, Makoto stipule qu'en cas de décès, Yukito sera envoyé sur le continent, mais qu'il reviendra un jour. Peu après, Jinji lui montre la pièce, mais une bulle de savon entre par la fenêtre. Jinji explique qu'il s'agit d'un esprit inoffensif appelé Mitama, et que Yukito en verra beaucoup sur l'île. Jinji demande alors pourquoi Yukito est si distant et n'aborde personne. Yukito raconte que lorsqu'il était enfant, lors d'un pique-nique avec d'autres enfants de l'orphelinat, l'un d'eux s'est montré cruel envers lui. Yukito s'est mis en colère et soudain, l'eau s'est mise à tourbillonner autour de lui. Sans comprendre ce qui se passait, il a vu la rivière attaquer le garçon. Cela s'est répété plusieurs fois, alors Yukito a commencé à prendre ses distances avec les autres. Lorsqu'il a fini de raconter cela, il remarque que Jinji s'ennuie à jouer sur son téléphone portable et décide de quitter la maison pour se changer les idées. Alors qu'il se promène pour se calmer, une goutte de Mitama tombe dans la rivière et se transforme en un monstre effrayant. Lorsque le monstre tente d'envahir l'esprit de Yukito, Jinji apparaît en utilisant la magie pour le sauver. Il explique que Mitama peut se transformer en Ayamatami lorsqu'ils sont attirés par l'aura négative des gens. Le monstre réapparaît, mais Jinji s'était déjà préparé et utilise une attaque puissante pour le détruire. Cependant, avant qu'il puisse célébrer, le monstre se régénère et apparaît derrière lui. Jinji jette Yukito dans le corps du monstre aquatique. La colère de ce dernier active son pouvoir magique, provoquant l'explosion du monstre. Impressionné, Jinji réalise que Yukito possède une force brute exceptionnelle et utilise sa magie pour sceller l'esprit. Il explique que Yukito a peur de son propre pouvoir et que, pour éviter les catastrophes, il doit apprendre à le contrôler. Jinji propose d'être son maître, et à cet instant, Yukito voit en lui la figure du frère aîné qu'il a sauvé 10 ans plus tôt, lors de l'explosion du volcan. Le lendemain, Jinji se réveille avec une terrible gueule de bois et quitte la maison. Il trouve Yukito en train de se concentrer sur son énergie. Jinji lui conseille de redoubler d'efforts et d'essayer de ressentir l'énergie tellurique, mais Yukito détourne le regard, n'y comprenant rien. Jinji explique que cette énergie traverse les entrailles de la Terre et génère des vagues géantes sous l'île d'Ayaka. Les maîtres comme eux utilisent cette force pour maintenir l'équilibre. Jinji demande à Yukito de lui montrer le sort qu'il lui a appris, mais celui-ci ne peut que se jeter de l'eau au visage. Jinji utilise alors sa propre magie et crée une silhouette aquatique à son image, s'en vantant devant Yukito. Il s'en va ensuite, et Yukito réalise que malgré son apparence ivre, Jinji est en réalité fort. Plus tard, Yukito arrive au sanctuaire de Kasen, où deux assistants, Shataro et Yako, se disputent pour savoir qui affrontera l'esprit. Jinji accepte leur mission et promet d'entraîner Yukito avec. Il leur dit ensuite que Yako et Shataro ont le même âge que Yukito et qu'il peut être leur ami. Yukito demande s'il ne serait pas étrange de parler à des gens qui savent contrôler leur pouvoir, alors que lui ne le sait pas. Jinji répond qu'ils sont aussi maîtres des laits, donc cela ne les dérangera pas. Il explique également que le sanctuaire de Kasen traite les cas impliquant des Mitama et que le prêtre en chef, Kuri Haruaki, est son aîné. La mission de Jinji concerne un Mitama apparu près du canal. Lorsque ses esprits sont corrompus, il se transforme en Ara Mitama et sème le trouble. Soudain, un Ara Mitama apparaît et Jinji ordonne à Yukito de l'affronter seul, puis s'enfuit. Yukito panique, Jinji ne l'ayant pas prévenu du monstre. Il court après Jinji, mais ils sont bientôt attaqués et tombent dans la rivière. Après avoir séché leurs vêtements, ils se cachent derrière une vallée pour observer le monstre,
mais ils commencent à se disputer pour savoir qui devrait l'affronter. La dispute fait comprendre au monstre où il se trouve, et Jinji s'enfuit à nouveau. Alors que le monstre le poursuit, Yukito utilise son sort et crée une vague qui renverse la créature. Jinji peut alors utiliser son énergie yin-yang pour attaquer l'œil du monstre avec sa magie, le brisant en morceaux. Le monstre se transforme alors en une silhouette d'eau, et Yukito se souvient que Jinji était près du canal la nuit précédente, buvant avec des amis. Il en conclut que l'esprit a absorbé l'humidité des lieux et s'est transformé. Lorsque le monstre se transforme en Ayamatami, Yukito réalise qu'il continue de suivre Jinji parce qu'il l'a créé. Le monstre attaque Jinji, mais avant que Yukito ne puisse faire quoi que ce soit, Maître Kurama du sanctuaire Kezan apparaît, utilise son sort et détruit l'Ayamatami. Kurama réprimande Jinji, affirmant que son comportement irresponsable et l'alcool sont à l'origine du problème. Il soulève Jinji dans les airs et le fait tournoyer, lui disant qu'il a beaucoup grandi. Kurama se présente et dit être un disciple direct du père de Yukito. Ensuite, il se rend chez Yukito, raconte à Momoko ce qui s'est passé et lui annonce que Jinji nettoie désormais la rivière en guise de punition. Pendant le dîner, Kurama regarde Yukito avec tendresse et lui dit qu'il n'a pas beaucoup changé. Yukito, gêné, complimente Kurama pour ses sorts, qui explique que les Ayamatami deviennent violents parce qu'ils souffrent. Les maîtres des lois doivent donc apaiser ces esprits afin qu'ils puissent vivre en paix. Le lendemain, Jinji emmène Yukito faire un tour dans un train flottant. Yukito est aussi excité qu'un enfant à la vue des rails magiques. Jinji lui dit qu'il est comme il y a 10 ans, lorsqu'ils ont voyagé ensemble dans ce même train. Jinji explique que dans cette région, les gens voyagent entre les îles grâce à ce train. Bientôt, ils arrivent à la première île, qui semble avoir beaucoup plus de bâtiments et d'urbanisation. Jinji remarque que cette île est beaucoup plus moderne, avec des salles de pachinko et des casinos. Yukito demande si le train fonctionne également à l'énergie des lois, et Jinji répond que les rails ont été posés par magie, mais que le train lui-même est diesel et qu'il n'y a qu'une seule ligne. Plus tard, ils arrivent à la maison du maire, où le vieil homme joyeux demande si Yukito se sent étrange dans cet endroit, lui qui a grandi sur le continent. Il conseille à Yukito de prendre son temps et de s'habituer progressivement au rythme de ce pays. Jinji conseille au maire de ne pas trop s'inquiéter et de prendre soin de sa santé, affirmant qu'il prend bien soin de Yukito. Le maire répond alors que c'est ce qui l'inquiète le plus, c'est que Jinji prenne soin de Yukito. Yukito commente qu'il a apprécié d'aller sur la première île en train maritime, et le maire demande à Jinji de lui faire visiter les lieux, car l'endroit est devenu un lieu touristique populaire. Malgré ses réticences, Jinji accepte d'être le guide, même s'il est venu pour profiter des salles de jeu. Il commence à explorer l'île, qui regorge d'étals et de monde. Jinji commente que la première île est aujourd'hui connue pour sa gastronomie et sa musique, mais il disparaît soudainement. Alors que Yukito le cherche, il trouve Jinji en train de se disputer avec un homme à un stand de viande grillée. Jinji se plaint que l'homme ne veut pas lui donner son morceau de viande préféré. L'homme tente d'expliquer que cette portion a déjà été réservée par un autre client. Malgré tout, Jinji insiste pour se battre. Pour mettre fin au conflit, Yukito achète plusieurs brochettes, sachant déjà que Jinji est têtu. Après avoir mangé, il continue à se promener, mais Jinji boude toujours. Il se plaint que ce stand propose les meilleures grillades et promet de raconter à Maki ce qui s'est passé. Yukito réalise que Jinji connaît beaucoup de monde sur cette île. Soudain, Yukito est distrait par un artiste de rue et Jinji disparaît à nouveau. Yukito tente de le retrouver, mais réalise rapidement que le ballon de l'artiste s'est transformé en quelque chose d'étrange. Avant que le clown ne puisse toucher le ballon, Yukito le repousse et le sauve, réalisant qu'il s'agit d'un Mitami corrompu. Les gens commencent à fuir, terrorisés, et Yukito réalise qu'il est seul et qu'il devra affronter l'esprit sans aide. Il tente de garder son calme en remarquant que cet Ayamatami semble plus petit que les autres qu'il a affrontés auparavant. Il exécute l'incantation, mais l'esprit devient fou et lui lance du feu. Avant que les flammes ne l'atteignent, un homme aux cheveux roux apparaît et tire sur le Mitami. Yukito trouve étrange la façon dont l'homme tente de contenir l'esprit et réalise qu'il utilise une vraie arme. L'homme aux cheveux roux le regarde et lui demande s'il est le célèbre Yukito, et Yukito est surpris de constater que l'étranger le sait déjà. Au bout d'un moment, l'homme se présente comme étant Ibuki, et Yukito se souvient que le maire Momoko avait mentionné ce nom. Ibuki remarque que Yukito semble faible et ressemble peu à son maître Makoto. Yukito découvre qu'Ibuki s'est entraîné avec son père 10 ans plus tôt et qu'il utilise désormais des balles magiques spéciales pour vaincre les Ayamatami. En marchant, ils arrivent tous deux devant un grand bâtiment. Ibuki l'emmène dans un bureau appelé Gaos, où il travaille actuellement. Dès son entrée, Yukito tombe nez à nez avec un bar luxueux et découvre Jinji déguisé en barman. Yukito, irrité, demande où Jinji était passé tout ce temps, et il répond nonchalamment qu'il était venu se plaindre à Maki, mais que depuis le départ de son ami, il avait décidé de rester manger quelque chose. Yukito s'irrite encore plus, réalisant que Jinji n'avait même pas cherché à le retrouver, et que c'est pour cette raison qu'il s'est retrouvé seul face à un Ayamatami dans la rue. Bientôt, Ibuki offre un verre à Yukito et demande à Jinji d'en préparer un autre. Il parle à Jinji de l'Ayamatami apparu dans la zone touristique et Ibuki explique que cela se produit fréquemment. Yukito demande à Ibuki quelle technique il utilise pour se débarrasser du Mitami,
car il a remarqué qu'elle est très différente de celle utilisée par Jinji et Kurama. Il commente que lorsque Kurama a utilisé son sort, l'esprit semblait heureux d'avoir été purifié, mais avec Ibuki, c'était comme si la Yamatami avait tout simplement disparu. Ibuki, déjà perturbé, répond qu'il ne purifie pas les Mitami, il les tue. Il explique que Maître Makoto a purifié les esprits et les a ramenés à l'énergie tellurique, et que Jinji et Kurama suivent tous deux cette même voie, en quête d'équilibre et d'harmonie. Mais il préfère éliminer complètement les Mitami afin de ne laisser aucune trace d'eux. Yukito demande pourquoi, et Ibuki répond que c'est parce que ces êtres tuent des humains, et comme il y a beaucoup de touristes sur la première île, il est nécessaire d'éliminer le danger au plus vite. Yukito soutient que Kurama peut sauver les gens et purifier les esprits, mais Ibuki répond avec un sourire amer que Kurama ne se soucie que de l'harmonie de l'énergie tellurique, pas des gens. Il affirme qu'il ne pense qu'à suivre les enseignements de son maître défunt. Ibuki explique qu'il n'a jamais cherché à purifier les Ayamatami, car même lorsqu'ils changent de forme, ils représentent toujours un danger. C'est pourquoi il a l'intention de tuer tous ceux qu'il trouve. Yukito se lève furieux et déclare qu'il ne permettra pas à Ibuki de continuer ainsi. Ibuki répond que ses principes et ses valeurs lui importent peu. À ce moment, une jeune fille aux cheveux violets nommée Ibara entre dans le bar et informe que leur patron, Makita, a trouvé la cible. Yukito demande si un nouvel Ayamatami est apparu, et Ibuki explique qu'il s'agit du corps principal de celui qu'ils ont combattu auparavant. Il explique que ces esprits ont généralement un noyau qui ressemble à un œil, mais que celui-ci n'avait ni pupille ni iris, signifiant qu'il s'agissait simplement d'une partie distincte de quelque chose de plus grand. Jinji propose de l'accompagner, mais Ibuki lui demande de ramener Yukito chez lui. Avant de partir, Ibuki dit à Yukito que s'il veut en savoir plus, le bar est toujours ouvert. Sur le chemin du retour, Jinji explique qu'Ibuki travaille pour une entreprise appelée Ayaka Security, qu'il a lui-même fondée. Officiellement, il s'agit d'une entreprise de sécurité, mais en pratique, ils exterminent les Ayamatami. Yukito est surpris de voir que Jinji pense qu'Ibuki fait du bon travail, car la présence d'autant de visiteurs a provoqué des déséquilibres dans l'énergie de l'île. Jinji explique que des barrières magiques sont érigées autour de la zone touristique plusieurs fois par an, mais qu'il y a toujours quelqu'un qui réussit à les franchir. Remercier Ibuki et son équipe pour leur travail ne ferait donc de mal à personne. Remarquant la profonde réflexion de Yukito, Jinji affirme que Mitami et Ayamatami ne peuvent être jugés selon des critères humains. Yukito demande à Kurama ce qu'il pense des méthodes d'Ibuki, et Jinji répond qu'il désapprouve et conseille à Yukito de ne jamais mentionner l'un ou l'autre devant l'autre, car ils ne se supportent pas. Soudain, Jinji réalise qu'il a oublié de récupérer le paiement d'Ibuki et s'enfuit, laissant Yukito seul, se demandant comment il s'est retrouvé entre les mains d'un homme aussi irresponsable. Alors qu'il se dirige vers le train maritime, Yukito entend un autre vacarme. Il court vers l'endroit et passe devant les gardes, affirmant qu'il est un maître tellurique et qu'il peut l'aider avec l'Ayamatami. Bientôt, il croise un énorme monstre borgne et réalise qu'il s'agit du corps principal, comme Ibuki l'avait annoncé. Yukito rassemble ses forces, prononce l'incantation et une vague d'eau frappe le monstre. Des cris et des sons effrayants proviennent de la créature, mais elle se prépare à attaquer à nouveau Yukito. À cet instant, un groupe de snipers commence à tirer sur le monstre, et Jinji tire Yukito derrière le mur, lui demandant pourquoi il voulait jouer le héros seul. Un garde leur ordonne de s'éloigner, prétextant que l'équipe s'en occupera. Peu après, le même garde annonce à Ibuki qu'ils sont à court de munitions. Jinji lui demande s'il compte à nouveau utiliser la magie noire. Ibuki répond que c'est ainsi qu'il combat ces monstres, puis active sa puissante énergie. Soudain, son bras se transforme, devenant énorme et déformé. Jinji explique à Yukito qu'Ibuki utilise la magie noire pour absorber l'énergie du monstre, ce qui est contraire aux lois des maîtres de l'énergie tellurique. Bientôt, le monstre saute devant Ibuki, mais il le frappe brutalement au visage et lui arrache le noyau. Il l'écrase ensuite et boit le liquide qui en sort, provoquant le vomissement de Yukito. Le lendemain, Jinji emmène Yukito sur la troisième île, où il réalise qu'elle est encore moins développée que la deuxième. Lorsque Yukito lui demande s'il s'y rend souvent, il répond qu'il y est allé uniquement pour voir Kurama. L'île n'étant que forêt et sanctuaire, Jinji n'apparaît que lors des festivals. Il remarque que seul Kurama et ses élèves idiots s'y rendent régulièrement. Yukito, quelque peu gêné, lui demande s'il pourrait se lier d'amitié avec eux. Jinji sourit et répond que si tout se passe bien, ils pourront devenir amis. Soudain, les deux élèves appellent Jinji et Yukito pour entrer dans le sanctuaire. Il les accueille sur la troisième île et leur explique que leur maître leur a demandé de les accueillir. Alors qu'ils gravissent la montagne, Fukuwak demande à Yukito s'il s'est déjà habitué à la vie sur Ayaka. Yukito répond qu'il est encore perturbé par beaucoup de choses, comme le Mitama et le train des mers, mais que tout le monde sur l'île est bienveillant envers lui. Même s'il ne connaît pas très bien l'endroit, il se sent accueilli par tous. Bientôt, ils arrivent au sanctuaire Kezan et Yukito trouve cette île très différente des deux autres. Les amis expliquent que le sanctuaire est dédié aux dieux dragons de l'eau et du feu, deux dieux opposés. Lorsque Yukito s'enquiert des dragons, ils expliquent que depuis des temps anciens, ils vivent sur la quatrième île, mais que chaque fois que l'un d'eux perd le contrôle,
des catastrophes surviennent. C'est pourquoi le sanctuaire a été construit pour les maintenir en paix. Fukuwak dit croire à cette histoire car, lorsqu'il était enfant, l'un des dragons a perdu le contrôle, ce qui a provoqué l'éruption du volcan et la destruction complète de la première île. Il désigne une île déserte et explique que le dragon de feu a ravagé la quatrième île et qu'un lac s'est formé après que le dragon d'eau l'a apaisé. En entendant le mot « dragon », Yukito commence à avoir des flashbacks, mais revient vite à la réalité en réalisant que les autres l'ont abandonné. Jinji se plaint comme à son habitude, disant qu'il est fatigué et qu'il a besoin d'un verre pour soigner sa gueule de bois. Les garçons le traitent de vieux, mais il les attrape et leur propose de l'accompagner boire un verre et admirer les fleurs de pêcher. En marchant, ils finissent par glisser et tomber dans la boue. Pendant ce temps, Kurama s'approche de Yukito, l'accueille au sanctuaire et l'emmène aux archives. Il lui offre des bonbons à l'orange et se met à la recherche de manjus sucrés. Kurama demande alors pourquoi Yukito voulait le rencontrer. Il explique qu'il a rencontré Ibuki et l'a vu affronter un Arimatami en utilisant des bonbons magiques au lieu d'un sort. Kurama écoute attentivement et commente que cela a dû être une expérience horrible pour Yukito. Lorsque Yukito demande pourquoi Ibuki agit si différemment, Kurama pose des questions pour tester ses connaissances en énergie tellurique. Après avoir entendu les réponses, Kurama décide de prendre la place de Jinji et d'aider Yukito à mieux apprendre. Kurama emmène Yukito sur le balcon et lui désigne les autres îles, lui demandant de se concentrer et d'essayer de ressentir le grand flux d'énergie tellurique qui coule sous les îles d'Ayaka. Petit à petit, Yukito commence à ressentir un étrange courant provenant des sanctuaires, des forêts et des rochers. Kurama lui demande de plonger ses pensées encore plus profondément, de percevoir le courant principal d'où les maîtres tirent leur pouvoir et créent leur sort. Yukito, tout excité, lui raconte avoir vu un courant briller au plus profond de la terre. Yukito regarde alors un Mitama et explique que ces créatures sont comme des bulles générées par l'énergie tellurique, mais qu'elles se corrompent et deviennent des Arimatami. Les maîtres doivent donc les purifier et les ramener à leur courant originel. Lorsque Yukito lui apprend qu'Ibuki a mangé un Mitama, Kurama affirme que quiconque consomme un Arimatami est corrompu et que, petit à petit, Ibuki devient l'un d'eux. Plus tard, Kurama demande à Jinji comment va Ibuki, et Jinji répond qu'il ne semble pas aller bien. Le corps d'Ibuki montre déjà les signes des dommages causés par l'ingestion d'Arimatami. Kurama traite Ibuki d'idiot de se sacrifier ainsi, et Jinji répond que c'est parce qu'il ne veut plus voir personne mourir. Kurama demande alors à Jinji d'enseigner correctement à Yukito afin qu'il n'ait pas à revenir le voir à chaque fois pour en savoir plus sur l'énergie tellurique et Ibuki. Lorsque Jinji affirme qu'il n'est peut-être pas fait pour être professeur, Kurama s'y oppose, affirmant que Yukito admire Jinji et qu'au plus profond de sa mémoire, il éprouve encore de la gratitude pour avoir été sauvé par Jinji. Pendant ce temps, les deux élèves de Kurama emmènent Yukito dans un jardin de cerisiers en fleurs et lui annoncent qu'ils veulent devenir ses amis. Au début, Yukito est fou de joie, mais bientôt les souvenirs effrayants du passé l'envahissent et son sourire se transforme en un soupir triste. Les garçons lui demandent s'ils souhaitent s'entraîner avec leur maître, et Yukito répond qu'il s'entraîne déjà avec Jinji. Ils se plaignent que Jinji est un piètre professeur et que Yukito gâche son talent avec lui. Il l'emmène au terrain d'entraînement pour tester ses compétences. Bientôt, Fukuei, le nerf, plante une graine en terre, récite un sort, et la graine germe. L'autre nerf fait de même et son arbre pousse un peu plus que celui de son collègue. Les deux commencent alors à se disputer pour savoir qui a le plus d'énergie et qui s'en sort le mieux, laissant Yukito au milieu du combat. Avec difficulté, Yukito parvient à les calmer avant qu'ils ne se blessent mutuellement. Pour les détourner de leur attention, il leur demande de leur expliquer le sort afin qu'ils puissent mieux apprendre. Fièrement, il lui explique qu'il doit concentrer l'énergie tellurique et que le meilleur moyen est d'étudier avec leur maître. Il lui demande de calmer son esprit, de libérer son corps et de canaliser l'énergie pour faire pousser la graine. Yukito ne comprend pas grand-chose aux instructions, mais comme Kurama lui a déjà montré le flux d'énergie tellurique, il décide de tenter sa chance en s'appuyant sur ses connaissances. Les deux garçons pensent que Yukito, débutant, aura du mal à faire germer la graine. Mais à leur surprise, dès que Yukito se concentre, la graine se transforme en plante et commence à pousser rapidement, se transformant en un arbre immense avec des pêches mûres sur chaque branche et des racines profondément ancrées dans le sol. Les deux garçons crient à Yukito d'arrêter, car il pourrait détruire le terrain d'entraînement, mais il ne peut contrôler l'énorme flux d'énergie. De l'autre côté, Jinji regarde les garçons jouer, saute d'une branche de l'arbre et leur dit de demander de l'aide à leurs aînés si nécessaire. Jinji se tient derrière Yukito et explique que pour contrôler l'énergie tellurique, il doit se concentrer sur Armi. Il dit à Yukito de ne pas utiliser son pouvoir sans contrôle et leur demande de réciter le sort ensemble. Bientôt, l'arbre cesse de croître et reprend sa forme initiale. Yukito remercie Jinji de l'avoir encouragé et aidé avec le sort. Il s'excuse ensuite auprès de ses deux amis de les avoir effrayés avec ses pouvoirs. Une fois remis, il commence à louer Yukito, affirmant que sa démonstration était incroyable et qu'il est très fort. Yukito, toujours nerveux, leur demande s'ils n'ont pas peur de lui. Ils répondent que non et qu'ils souhaitent qu'il étudie avec eux. Yukito est heureux qu'il n'ait pas peur de lui, mais décline respectueusement l'offre d'étudier avec eux,
car il souhaite que Jinji continue d'être son professeur. Yukito fait de son mieux pour mémoriser les sorts, mais il finit parfois par les oublier. Jinji continue de l'aider et ils s'entraînent ensemble pour que Yukito apprenne à contrôler son énergie intense. Jinji lui apprend à équilibrer les sorts les plus puissants et lui demande d'inverser la position du sort et de sauter dessus, ce qui l'aidera à maîtriser sa puissance. Soudain, un tremblement de terre frappe l'île et distrait Yukito. Jinji s'effondre et remarque que s'il continue à perdre sa concentration à cause d'un léger tremblement, c'est signe qu'il a besoin de s'entraîner davantage. Le lendemain, au petit déjeuner, un autre tremblement de terre frappe Ayaka. Momoko explique que l'île est d'origine volcanique, ce qui explique la fréquence des tremblements. Yukito, inquiet, leur demande s'ils n'ont pas peur. Momoko répond qu'Ayaka est leur foyer et qu'ils sont toujours prêts avec des trousses de premiers secours et des casques, donc il n'a pas à s'inquiéter. Peu après, Jinji se précipite pour demander si un autre tremblement de terre vient de se produire et, après avoir entendu la confirmation de Momoko, demande de l'argent pour acheter des boissons. Lorsque Yukito demande pourquoi Jinji veut de l'argent juste après un tremblement de terre, Jinji répond qu'il va se rendre sur la tombe de leur maître ce jour-là. Ils se dirigent tous deux vers la tombe de Makoto, et Jinji chasse les Mitama, demandant à Yukito de l'aider à nettoyer la tombe. Il verse de l'eau sur la pierre tombale, plante des jeunes arbres autour et allume des bâtons d'encens. Yukito demande pourquoi ils se rendent sur la tombe juste après le tremblement de terre, et des personnes âgées présentes disent que le dragon a dû être en colère la nuit précédente, alors ils doivent tous prier Makoto pour qu'il protège l'île. Peu après, Jinji invite Yukito à s'asseoir à côté de lui et lui offre un verre, mais Yukito refuse, prétextant qu'il n'est pas encore assez âgé pour boire. Un des vieillards remarque que plus de 10 ans se sont écoulés et que personne n'aurait survécu à la grande éruption si Makoto n'avait pas réagi. Yukito, curieux, demande ce que son père a fait à l'époque, et une vieille femme réprimande Jinji pour ne jamais lui avoir dit la vérité. Jinji termine ensuite son verre et demande à Yukito s'il a déjà entendu parler des 2 dragons de la région d'Ayaka. Yukito répond connaître l'histoire des dragons de feu et d'eau, et Jinji explique que les tremblements de terre sont causés par le dragon de feu, qui représente un important courant d'énergie tellurique ayant une affinité avec le feu. Jinji poursuit en expliquant que les volcans sous l'île sont plus actifs car, il y a 15 ans, le lac de la 4e île s'est complètement asséché. De plus, le dragon d'eau a disparu, ce qui a rompu l'équilibre entre les énergies du feu et de l'eau. Depuis lors, la 4e île est menacée d'une nouvelle éruption. Makoto, leur maître, est celui qui a accompli le rituel d'apaisement du dragon et a réussi à contenir à lui seul la puissance du dragon de feu, qui menaçait tout comme une force de la nature. L'île est restée en paix pendant plus d'une décennie grâce à l'action de Makoto. La dame raconte à Yukito que tout le monde là-bas doit beaucoup à son père et qu'il est considéré comme un dieu par les habitants. En entendant cela, Yukito s'incline devant la tombe et dit que, même s'il ne connaît pas très bien son père, il sait qu'il était quelqu'un de grand. Au bout d'un moment, Yukito et Jinji aperçoivent Ibara, la jeune fille aux cheveux violets qui travaille pour la sécurité d'Ayaka, mais elle part sans répondre à leurs salutations. Jinji emmène Yukito vers une autre tombe et lui explique que c'est aussi l'anniversaire de la mort des parents d'Ibara. Soudain, Yukito aperçoit un magnifique porte-clés posé par terre près de la tombe. L'après-midi, ils se rendent sur la première île car Yukito veut rendre le porte-clés à Ibara. En chemin, il rencontre à nouveau les élèves de Kurama, Yako et Shataro. Jinji se trompe encore une fois sur leur nom. Yukito demande pourquoi ils sont sur la première île, et tous deux expliquent que le tremblement de terre de ce matin a ébranlé l'énergie tellurique de la région, et que leur maître leur a donc demandé d'inspecter les villes. Ils affirment n'avoir rien trouvé d'anormal, mais qu'ils patrouilleront toute la zone comme prévu. Lorsqu'ils apprennent que Yukito et Jinji vont voir Ibara, ils sont visiblement mal à l'aise et se disent au revoir, promettant de retrouver le groupe après la patrouille. Lorsque Yukito leur demande pourquoi ils ne les accompagnent pas, ils expliquent que la situation entre la sécurité d'Ayaka et Maître Kurama n'est pas au beau fixe. Peu après, ils arrivent chez Ibuki et disent qu'ils sont venus remettre un objet perdu. Ibuki leur demande de le remettre à Mikita, son assistant. Avant de partir, il recommande à Yukito d'être prudent, car la journée pourrait se compliquer. Plus tard, il confie à Mikita qu'ils ont peut-être irrité Ibara en buvant près de la tombe de ses parents. Mikita explique qu'à Ayaka, les adieux aux morts se font avec le sourire, mais que cela dépend de la manière dont chacun est mort, et que pour Ibara, c'est encore difficile. Yukito demande ce qui est arrivé à ses parents, et Mikita répond qu'il y a des années, un Mitama de l'âge du feu est devenu si grand qu'il a incendié une maison. Ibuki a réussi à vaincre l'esprit, mais n'a pas pu sauver tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Mikita explique que les actions des Mitama et le destin des gens sont liés au flux d'énergie, et qu'il faut donc accepter ce qui arrive avec le sourire. Cependant, nombreux sont ceux qui n'acceptent pas la nature de l'île et s'en prennent à eux en tuant les Mitama de cette époque. Constatant que l'ambiance est tendue, Jinji tente de changer de sujet pour détendre l'atmosphère. Mikita réalise qu'il s'est laissé emporter et s'excuse. Lorsque Yukito lui tend le porte-clés, il lui demande de le remettre à Ibara en personne. Peu après, Ibara arrive au magasin et Yukito lui tend les clés. Mikita lui demande de remercier Yukito, et Ibara,
quelque peu gêné, lui répond que sans ses clés, tout aurait été compliqué. Yukito en profite pour s'excuser auprès de ses parents d'avoir bu près de leur tombe. À cet instant, la terre se remet à trembler et Jinji déclare qu'il est désormais un Mitama de l'époque, doté d'une forte affinité pour le feu. Ibara part aussitôt. Mikita la prévient qu'elle agit toujours sur un coup de tête lorsqu'un Mitama de feu apparaît. En entendant cela, Jinji et Yukito lui courent après. Alors que le feu se propage rapidement dans la ville, Jinji jette un sort d'eau et parvient à éteindre les flammes, sauvant une jeune fille au milieu du chaos. Il fait signe à Yukito de partir à la recherche d'Ibara au milieu de la fumée et de la destruction. La police commence à organiser la zone, éloignant les gens et tentant de maîtriser la situation. Ibara court avec détermination, récitant ses sorts, suivi de près par Yukito. Elle découvre bientôt un Mitama de l'époque attaquant deux enfants effrayés. Sans hésiter, elle se place entre le monstre et les garçons pour les protéger. Puis elle leur demande de fuir au plus vite. Ibara court vers le Mitama, ses sorts prêts. Avant qu'elle ne puisse attaquer, l'esprit lance une explosion de feu qui la frappe et la fait chanceler. Malgré la douleur, elle n'abandonne pas. Elle récite un autre sort et parvient à esquiver l'attaque suivante. À cet instant, les souvenirs des derniers instants de ses parents lui reviennent en mémoire. Elle voit le Mitama de feu qui leur a coûté la vie et un sentiment de colère et de tristesse la submerge. Poussée par cette émotion, elle attaque le Mitama de toutes ses forces. L'esprit répond par une gigantesque boule de feu, dirigée directement vers elle. Alors que tout semble perdu, Yukito apparaît et crée une barrière d'eau pour la protéger. Il lui demande si elle va bien, mais le Mitama attaque la barrière. Yukito saisit l'occasion et ouvre les vannes pour tenter d'éteindre le feu de l'air du Mitama. Cependant, le monstre rassemble plus d'énergie de feu et surmonte les faibles sorts de Yukito. Bientôt, Yako et Shataro accourent et demandent si tout le monde va bien. Mais le Mitama perd encore plus le contrôle et crée un cercle de feu autour de la barrière de Yukito. Yukito demande aux autres de fuir, mais Ibara refuse de quitter les lieux, sachant que si elle s'enfuit, le Mitama attaquera les habitants. Elle saute de toutes ses forces et assène un coup de poing au visage du Mitama, faisant résonner le bruit de l'impact dans toute la zone. Elle regarde autour d'elle, voit le chaos et demande aux autres de l'aider, mais de rester loin des flammes. Yukito s'avance et canalise son énergie pour renforcer Ibara. Une nouvelle vague d'eau frappe le Mitama, tentant de l'affaiblir. L'esprit résiste, se relève et rugit avec encore plus de fureur. Comprenant qu'ils ont besoin de plus de force, Yukito demande de l'aide à Yako et Shataro. Il décide de combattre aux côtés de Yukito et Ibara, même contre son gré, qui trouve cela imprudent, mais il n'y a pas de temps pour discuter. Des flammes intenses et dangereuses sont lancées sur le groupe. Yako et Shataro réagissent rapidement, utilisant leur éventail et leur bâton pour dévier l'attaque et rediriger les flammes contre le Mitama. Profitant de la brèche, Yukito invoque une nouvelle vague d'eau, tentant de contenir l'avancée du feu. Ibara saisit l'occasion, court vers l'esprit et lui assène un nouveau coup puissant à la tête. L'espace d'un instant, le combat semble terminé, mais le Mitama rugit de nouveau et tente de fuir. Le groupe ne recule pas et court après l'esprit. Unissant leurs forces, ils combinent leurs compétences dans une attaque collective. L'énergie combinée des quatre est si intense qu'elle parvient finalement à apaiser l'esprit enragé. Lorsque le feu s'éteint et que le silence s'installe sur le champ de bataille, ils restent ensemble, victorieux. Leurs forces se révèlent dans l'unité. Mais alors qu'ils pensaient le danger écarté, trois nouveaux Mitama attaquent la ville simultanément. Ibara exhorte tout le monde à fuir, mais Yukito tente d'utiliser son sort d'eau et repousse ses limites. Le Mitama n'est pas affecté. Ibara insiste donc pour que chacun distrait les esprits et s'enfuit, car il est impossible de vaincre trois Mitama aussi puissants seuls. Avant qu'ils ne puissent s'échapper, les Mitama bloquent la sortie et les piègent dans un cercle de feu. À ce moment-là, Kurama arrive à son secours et parvient à apaiser l'un des Mitama, tandis qu'Ibuki utilise son arme pour en éliminer un autre. Soudain, un troisième Mitama s'avance pour attaquer le groupe, mais avant que Kurama ne puisse le calmer, Ibuki tire à nouveau. Kurama lui lance un regard menaçant, et Yukito remarque immédiatement la tension entre les deux. Le Mitama commence à se transformer en quelque chose de plus menaçant, et Ibuki se prépare à utiliser sa magie noire. Kurama tente de l'arrêter, affirmant que c'est interdit. Ibuki affirme qu'il n'a pas le droit d'intervenir et accuse Kurama d'avoir été trop faible pour sauver son propre maître. Kurama récite alors un sort et brise le Mitama, mais Ibuki se précipite pour dévorer les restes de la créature. Kurama l'arrête avec de la magie, l'avertissant que s'il continue ainsi, Ibuki perdra la capacité de redevenir humain. Ibuki n'écoute pas et insiste pour utiliser son pouvoir. Les deux hommes commencent à se battre, tentant de se protéger mutuellement, mais Yukito réalise que s'il persiste dans ce conflit, le Mitama pourrait se réveiller. À ce moment-là, Jinji apparaît et apaise l'œil du Mitama, mettant fin au combat. Jinji leur conseille alors de se plonger la tête dans l'eau et de réfléchir à leurs actes. En entendant cela, Kurama et Ibuki cessent de se battre et s'excusent d'avoir agi comme des enfants. Avant de partir, Kurama rappelle à Ibuki que leur maître n'aurait jamais approuvé l'utilisation de la magie noire. Ibuki répond qu'il se fiche de l'opinion d'un mort et qu'il utilisera ce pouvoir pour effacer ses regrets. Tard dans l'après-midi, tout le monde se rassemble à la gare du Marine Liner pour rentrer chez lui,
mais Kurama n'est pas encore apparu. Jinji, déjà ivre, commande que Kurama célèbre peut-être la pacification du Mitama avec le maire. Yako et Shataro disent qu'ils retourneront au sanctuaire, car leur maître leur a laissé cette instruction, et Yukito demande également à Jinji de partir. Il remercie Ibara de les avoir accompagnés. Jinji déclare que tout le monde devrait le remercier, car il a sauvé tout le monde du fougueux Mitama ce jour-là. Yukito répond que Jinji n'est jamais là quand on a besoin de lui, mais qu'il arrive toujours à la fin pour s'attribuer le mérite. Yukito remercie Ibara, lui disant qu'elle a été très forte ce jour-là, surtout pour ne pas avoir fui et avoir affronté Mitama de front. Il ajoute qu'il aimerait retravailler avec elle s'ils en ont l'occasion. Ibara, un peu gêné, donne à Yukito ses coordonnées sur les réseaux sociaux. Jinji repousse Yukito, lui suggérant de lui transmettre également ses coordonnées, mais Yukito s'énerve. Lorsque Yako et Shataro demandent s'ils veulent bien échanger leurs coordonnées, Ibara leur donne également les siennes, les laissant tous deux rougir. Ils finissent par échanger des informations et se promettent d'être amis. Plus tard, Momoko raconte à Yukito qu'autrefois, du vivant de son père, ils vivaient tous ensemble dans la même maison, Jinji, le petit Yukito, Momoko, Kurama et Ibuki. Makoto, accompagné de ses apprentis Kurama et Ibuki, partait à la chasse aux Arimatami et revenait blessé. Pendant ce temps, Yukito et Jinji restaient à la maison avec Momoko. À l'époque, Ibuki et Kurama étaient inséparables, presque comme de vrais frères. Jinji, comme toujours, était paresseux et son maître Makoto le grondait pour ne pas s'entraîner avec les deux autres. Un jour, Ibuki demanda à participer au rituel d'apaisement du dragon avec Kurama et promit de le soutenir, mais Makoto refusa, prétextant que Kurama n'était pas encore prêt pour une mission aussi importante. Makoto expliqua qu'il devait s'entraîner davantage afin de pouvoir un jour mener le rituel avec Jinji. Jinji se plaignit, affirmant qu'il ne voulait pas participer à une épreuve aussi difficile chaque année. Makoto expliqua que le dragon de feu regrettait le dragon d'eau, disparu, et que cela lui faisait perdre le contrôle. Le rituel était donc nécessaire pour le maintenir enfermé dans le volcan. Makoto leur demanda d'être très attentifs cette année-là afin de pouvoir répéter le processus à l'avenir. À cette époque, les jours étaient heureux dans la maison d'enfance de Yukito. Ils buvaient de la glace pilée, mangeaient du curry de poisson et aidaient Yukito à grandir. Makoto les éleva avec beaucoup d'affection, les emmenant tous en voyage, aux bains thermaux et au festival de neige. Un jour, alors que Makoto couchait Yukito, l'île fut frappée par un violent tremblement de terre, accompagné de tonnerre et d'éclairs. Le temps devint dangereux et Makoto quitta son domicile pour enquêter. Il dit à Kurama et Ibuki qu'ils devaient se rendre sur le continent pour récupérer l'arme rituelle nécessaire pour apaiser le dragon de feu. Ibuki accepta de rester et d'aider Kurama à contrôler la situation jusqu'au retour de Makoto. Peu après, Kurama et Ibuki commencèrent à enquêter sur d'étranges phénomènes sur l'île. Ils comprirent que l'influence de la quatrième île se propageait, provoquant un comportement anormal des minimus partout. Mamoko leur demanda de rester chez eux jusqu'au retour de leur maître, mais ils refusèrent, prétextant que le tremblement de terre avait affaibli le sceau de la quatrième île. Une autre secousse frappa l'île, et Yukito paniqua. Kurama expliqua qu'il s'agissait des 4 secousses et que si l'éruption se produisait réellement, toutes les îles d'Ayaka seraient détruites. Il expliqua que le dragon de feu s'était mis en colère lorsque le lac s'était asséché et que le dragon d'eau avait disparu. Ibuki ajouta que le fait de garder le dragon enfermé dans une barrière l'avait transformé en une bombe prête à exploser. La seule issue était d'accomplir le rituel sans leur maître. Alors qu'ils réfléchissaient à la marche à suivre, un homme dans une petite camionnette arriva et demanda à Mamoko et aux enfants d'évacuer vers le port, où le maire les attendait avec un bateau. Kurama et Ibuki demandèrent à Jinji de rester avec Mamoko et Yukito, puis ils s'envolèrent vers la quatrième île. À leur arrivée, tout était recouvert de lave et il ne restait presque plus rien. Malgré cela, ils décidèrent d'accomplir le rituel seuls. Bientôt, des flammes bleues commencèrent à surgir des profondeurs de la terre. Le rituel affaiblit progressivement la puissance du dragon de feu, mais soudain, un volcan entra en éruption et le dragon émergea du cratère. Il attaqua tout autour de lui, causant davantage de destruction. Comprenant que le dragon était toujours prisonnier du sceau, ils décidèrent de mettre fin au rituel et de le sceller complètement. L'ancienne barrière tenait toujours, et ils canalisèrent davantage de puissance pour la renforcer. C'était leur dernière chance de protéger l'île. Kurama et Ibuki récitèrent les sorts tandis que le dragon rugissait de colère. Ibuki finit par s'effondrer au sol, épuisé, mais demanda à Kurama de continuer seul. Le dragon brisa alors le sceau du sanctuaire et se prépara à jeter le feu sur Ibuki. Avant qu'il ne soit touché, Kurama s'avança devant lui et le sauva. Ibuki le regarda avec colère et surprise, lui demandant pourquoi il avait interrompu le rituel. À cet instant, Makoto surgit des flammes, combattant le dragon. Le museau du dragon atteignit le ciel, les dominant d'un air menaçant. Makoto s'excusa d'avoir mis autant de temps et se prépara à recommencer le rituel. Makoto planta l'artefact dans le sol, récita les mantras et enchaîna le dragon avec des chaînes d'énergie. Il expliqua aux garçons que s'ils ne scellaient pas le dragon maintenant, il serait trop tard et les îles seraient détruites. Lorsqu'ils demandèrent si c'était possible, Makoto répondit que c'était possible,
s'il était prêt à risquer sa vie. Ibuki voulut l'accompagner, mais Makoto demanda à Kurama de l'emmener. Kurama obéit à contre-cœur et réussit à l'emmener. Arrivé en lieu sûr, Ibuki vit que Kurama était également blessé. Il regarda autour de lui et constata que l'éruption s'était intensifiée. Il hurla de désespoir et de rage. Le combat contre le dragon fut dévastateur et le ciel était rouge toute la nuit. Le lendemain matin, tout semblait calme, mais l'île avait subi de lourdes pertes. Kurama et Ibuki se dirigèrent vers le cratère à la recherche de leur maître. Ils trouvèrent Makoto assis, mais en s'approchant, ils réalisèrent qu'il était mort. Malgré tout, il souriait. Ibuki tomba à genoux, suppliant désespérément son maître de revenir, mais il était trop tard. Après cela, Kurama et Ibuki commencèrent à se disputer à propos de l'avenir et se séparèrent. Des années plus tard, Ibuki revint avec des sorts dangereux et ils ne se comprenaient plus. Lorsque Momoko eut terminé l'histoire, Yukito regarda Jinji et réalisa que, cette nuit terrible, c'était lui qui l'avait sauvé et calmé. Un après-midi, alors qu'il dormait, Yukito réalisa que depuis son arrivée sur l'île, il n'avait plus de cauchemar. Soudain, Yukito se réveilla en toussant et en suffoquant, et Jinji s'assit immédiatement à côté de lui pour lui demander s'il allait bien. En regardant dans les yeux de Yukito, Jinji remarqua qu'ils étaient devenus bleus, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, le téléphone de Yukito sonna. Un nouveau message sonna. Yukito vérifia et vit que ses amis avaient créé un groupe de discussion pour organiser une réunion dimanche. Jinji, jetant un coup d'œil par derrière, demanda avec enthousiasme si Yukito allait au festival Keizen dimanche. Jinji rentra alors chez lui, revint avec un masque traditionnel et le donna à Yukito, expliquant que les gens portaient ce masque pendant le festival. Il leur dit que ce masque appartenait à Maître Makoto. Dimanche, Jinji et Yukito arrivèrent au festival, et Yukito fut ravi de voir la foule nombreuse. Bientôt, les amis de Jinji arrivèrent et l'invitèrent à les accompagner au stand, mais Jinji préféra rester avec Yukito et dit en plaisantant qu'il dépenserait son argent et s'amuserait ensemble. Soudain, ils aperçoivent Ibara vêtu d'un magnifique kimono. Yukito lui demande de l'accompagner à la recherche de Shataro et Yako, tandis que Jinji les observe avec l'expression d'un chien négligé. Jinji prend Yukito à part et lui demande de complimenter Ibara. Lorsque Yukito finit par le faire, elle ne répond pas verbalement, mais lui envoie un SMS de remerciement. Il continue de flâner parmi les stands du festival, découvrant les attractions, tandis que Jinji insiste pour que Yukito achète quelque chose. Soudain, Yukito entend Yako et Shataro se plaindre à Maître Kurama d'avoir distribué gratuitement tous les charmes de protection. Ils entrent dans la tente et commencent à ranger les charmes, tandis que Jinji, comme à son habitude, évite d'aider. Kurama remarque le masque de Yukito et commente qu'il lui rappelle de nombreux souvenirs de leur maître. En entendant cela, Yukito demande pourquoi les gens portent des masques au festival Keizen, et Kurama explique qu'autrefois, même les non-humains participaient au festival, y compris les dieux et les monstres. Les masques sont là pour que chacun oublie qui il est et puisse profiter du festival sans distinction. Une fois les amulettes rangées, Kurama invite les jeunes à profiter du festival pendant que lui et Jinji s'occupent de la tente. Jinji proteste en disant qu'il devrait accompagner les jeunes en tant que personne responsable, mais Kurama répond qu'il doit cesser de fuir ses responsabilités. Les jeunes quittent la tente en discutant et en riant, lorsque Yukito ressent un étrange mal de tête et s'assoit par terre en se tenant la tête. Quand Ibara lui demande s'il va bien, Yukito répond qu'il a soudain eu un vertige, mais que tout va bien. Pour détendre l'atmosphère, Yukito propose de manger quelque chose puis de participer au jeu. Bientôt, il profite de la nourriture et des jeux du festival. Pendant ce temps, Jinji marche seul, grommelant que Kurama le fait travailler si dur. Voyant les 4 jeunes s'amuser ensemble, il songe à en profiter, mais décide de ne pas les déranger et s'éloigne. Peu après, Shataro remarque qu'Ibara a des ampoules aux pieds à cause de ses sandales en bois et lui demande s'il devrait lui faire des pansements. Yukito propose une pause, mais Momoko apparaît bientôt et lui demande ce qu'ils font. Remarquant qu'Ibara a du mal à marcher, elle lui bande elle-même les pieds et la prévient que des ampoules pourraient abîmer ses beaux pieds. Elle regarde ensuite Yukito en souriant et lui dit que son père souriait aussi de la même manière lorsqu'il était allé au festival et avait causé des ennuis à son ami le maire. Peu après, Ibara reçoit un appel d'Ibuki, qui demande à parler à Yukito. Dès que Yukito décroche, Ibuki lui demande s'il apprécie le festival, et Yukito répond oui. Ibuki paraît alors soulagé. Soudain, Yukito est victime d'une nouvelle attaque et s'évanouit au sol, ses yeux prenant une teinte bleue intense. Yukito réalise que c'est la même chose qui s'est produite dans son enfance, lorsqu'il a perdu le contrôle de ses pouvoirs. Craignant de blesser quelqu'un, il s'enfuit du festival et se réfugie dans la forêt. Ailleurs, Kurama remarque que l'eau du lac est instable et voit bientôt Yukito courir à travers la forêt. Yukito s'arrête sous un arbre, mais est surpris de voir que son ombre a la forme d'un dragon. Il tente de contrôler son pouvoir et de rester calme, mais l'énergie continue de quitter son corps de manière incontrôlable. Il tombe au sol, affaibli, mais se souvient de l'aide de Jinji. Il suit la même méthode et parvient à contrôler son pouvoir. Bientôt, il aperçoit un homme masqué dans une lumière rougeoyante qui le félicite et lui dit qu'il est prêt à devenir un maître tellurique. Sur le chemin du retour,
Yukito pense à l'homme masqué jusqu'à ce qu'il rencontre Shinji. Yukito le remercie de lui avoir appris à contrôler ses propres pouvoirs. À ce moment-là, un volcan entre en éruption et tout le monde regarde la scène avec effroi. La terre se met à trembler et les habitants paniquent, se souvenant de ce qui s'est passé 10 ans plus tôt. Le maire appelle au calme et explique la situation, ordonnant à chacun de se rendre au centre de la place. Il demande à Momoko d'organiser l'évacuation des habitants. Pendant ce temps, Shinji sourit en regardant le volcan, se remémorant le bon vieux temps. Mais voyant Yukito effrayé, il lui demande s'il aime ou déteste l'île. Yukito pense être devenu fou, mais il répond qu'il aime bien cet endroit car il s'y est fait des amis et que c'est agréable. Shinji sourit à cette réponse et disparaît dans la foule. Le lendemain matin, de nouvelles secousses sismiques frappent l'île et Yukito continue d'avoir des visions de l'œil du dragon. Momoko lui demande s'il va bien et lui tend un sac de secours, lui demandant de se préparer à évacuer. Lorsque Yukito lui demande si elle ne va pas partir elle aussi, Momoko répond qu'elle fait partie du comité de prévention des catastrophes et qu'elle doit attendre que tout le monde soit parti. De plus, Shinji pourrait arriver à tout moment. Yukito dit qu'il attendra Shinji et aidera les autres en attendant. Yukito commence à aider Momoko à évacuer, et elle lui demande de s'occuper des personnes âgées pendant qu'elles embarquent sur les bateaux. Peu après, Kurama arrive au port et demande s'il peut emmener Yukito avec lui, ce que Momoko accepte. Kurama emmène Yukito dans un endroit isolé et dit qu'il doit leur raconter quelque chose sur sa naissance. Ses élèves, inquiets, leur demandent s'ils doivent les laisser tranquilles. Kurama dit que tout le monde devrait entendre la vérité. Il explique que le désastre qui frappe l'île d'Ayaka est causé par le dragon de feu, dont la puissance est devenue incontrôlable après la disparition du dragon d'eau, ce qui a déséquilibré l'énergie tellurique. De ce fait, les disciples de Makoto ont pour mission d'aider les gens et de rétablir l'équilibre. Il y a 15 ans, le dragon d'eau a perdu une grande partie de sa puissance. Makoto tenta de restaurer cette énergie grâce à un rituel. Ce faisant, il parvint à extraire le dragon d'eau de l'énergie tellurique, donnant naissance à Yukito, une forme d'énergie sous forme humaine. Ainsi, le dragon d'eau retrouva sa force et retrouva l'énergie tellurique. La force et le talent mystérieux de Yukito proviennent de sa naissance lors de ce rituel. Kurama confirma ce soupçon par une expérience. Mais pour que Yukito retrouve sa véritable forme et apporte l'harmonie à l'île, il lui fallait libérer toute l'énergie emprisonnée pendant 15 ans. Kurama lui demanda de continuer à grandir en bonne santé et fort, afin qu'un jour il retrouve sa véritable nature. Kurama lui dit alors qu'il se rendra sur la 4e île pour répéter l'exploit de Maître Makoto, et que Shinji s'occuperait d'eux. Yukito refusa de fuir à nouveau et souhaita aider Kurama et les autres à contrôler les dragons. Shataro insista sur le fait qu'ils étaient encore trop faibles. Mais il réalise bientôt que Kurama va se sacrifier, comme Makoto l'a fait par le passé, et tout le monde est désespéré. Malgré cela, Yako et Shataro restent réticents à suivre leur maître et à semer le trouble. Soudain, Ibara apparaît et déclare être d'accord avec Yukito. Ils doivent aider leur maître et les sauver. Pendant ce temps, Kurama arrive au sanctuaire du dragon de la 4e île et commence à réciter une longue incantation pour sceller le dragon. Ibuki apparaît juste derrière lui, mais Kurama lui demande de simplement regarder. Ibuki affirme qu'il peut vaincre le dragon seul et qu'il n'a pas besoin de Kurama. L'atmosphère entre eux change et les souvenirs de la mort de leur maître reviennent à la mémoire. Bientôt, ils recommencent à se disputer. Soudain, la terre tremble à nouveau et le dragon de feu émerge de l'ouverture volcanique. Ibuki réagit rapidement et libère sa magie noire, malgré les conseils de Kurama. Ibuki bondit vers le dragon. Kurama utilise son énergie pour le sortir de la gueule du dragon et déclare qu'il l'affrontera seul. Il vole vers le dragon enragé, mais Ibuki le sauve. Ils volent ensemble dans le ciel, combinent leurs énergies et attaquent le dragon de toute leur force. Cependant, le dragon contre-attaque, se jette sur Ibuki et le projette contre la montagne. Kurama court à son secours et réalise que le dragon est presque transformé en Arimatami. Kurama tente de repousser Ibuki, mais le dragon Arimatami lance une énorme sphère de feu mêlée d'énergie occulte. À la surprise générale, Yukito bloque l'attaque. Kurama et Ibuki réalisent que leurs élèves sont venus sur la 4e île pour les aider. Shinji connaît le secret de Yukito depuis leur enfance. Un jour, alors qu'il aidait le petit Yukito à marcher, dès que le bébé lui saisit le doigt, une vague d'eau jaillit de nulle part et Shinji commença à s'y noyer. Heureusement, Maître Makoto apparut et rompit le sortilège, expliquant à un Shinji confus que Yukito était spécial car son énergie aquatique était très puissante. Makoto expliqua que Shinji et Yukito étaient compatibles car l'énergie aquatique de Shinji était également puissante, mais lui demanda de ne rien dire à Kurama ni à Ibuki. Shinji avait souvent des conversations secrètes avec Makoto au sujet de l'avenir de Yukito. Lors d'une de ces conversations, il demanda si Yukito se transformerait en dragon d'eau ou s'il resterait humain. Makoto répondit que Yukito serait stable jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge d'Ibuki et Kurama, mais qu'après cela, il devrait subir un rituel pour devenir le dragon d'eau. En attendant, il avait demandé à Shinji de veiller sur lui. À la mort de Makoto, Yukito fut envoyé dans un orphelinat sur le continent et, selon les souhaits de son maître, il devait couper tout lien avec les habitants de l'île jusqu'à ses 15 ans. Mamoko ne voulait pas éloigner Yukito de la famille de son père,
mais Jinji insista pour qu'il suive les dernières instructions de Makoto. Il fit tristement ses adieux à Yukito et décida de faire confiance à son maître. Makoto étant mort et Kurama et Ibuki blessés, Jinji entreprit d'étudier pour devenir un bon maître de droit. Avec le temps, il apprit le sortilège permettant de restaurer le dragon d'eau, mais celui qui le réciterait mourrait. Dans le présent, Yukito et ses amis arrivèrent pour aider leur maître. Kurama leur cria d'arrêter de se comporter comme des imbéciles, mais Yukito refusa de céder et déclara qu'ils étaient eux aussi des élèves de l'école de Makoto. Ibuki comprit qu'il était inutile de se disputer avec des jeunes gens aussi déterminés et demanda à chacun de les soutenir grâce à ses pouvoirs. Il chargea Ibara de diriger les autres, et Kurama finit par accepter son aide, mais prévint que chacun devait donner la priorité à sa propre vie. Ibara ordonna à Yako et Shataro de bloquer autant d'attaques que possible et demanda à Yukito de l'aider à maintenir le dragon en place. Kurama et Ibuki reprennent le combat, désormais soutenus par les élèves. Le dragon Harimatami les attaque, mais Ibuki saute pour frapper le museau du monstre tandis que Kurama le couvre de ses sorts. Saisissant l'occasion, Yukito utilise son énergie aquatique et Ibara invoque ses sorts de foudre pour immobiliser le dragon. Le sort de Yukito invoque un dragon d'eau qui piège l'Harimatami de l'âge du feu, et Ibuki en profite pour frapper l'ennemi d'un bras enveloppé de magie noire. Les élèves se réjouissent de voir leur maître combattre ensemble et croient en une victoire possible. Le combat continue intensément, chacun donnant tout ce qu'il a et Yukito libérant une immense énergie aquatique. Mais Kurama remarque que Yukito est à bout de souffle et utilise le sort de Makoto pour piéger le dragon. Cependant, le dragon s'est déjà transformé en Matami et brise les chaînes. Ibuki prend une forme démoniaque et attaque le dragon, mais rien ne semble avoir d'effet. Kurama dit aux jeunes hommes qu'il les renverra tant qu'il en a encore la force, mais Yukito les supplie de rester et de l'aider, lui et Ibuki. Yukito tombe à terre, épuisé. Soudain, Jinji apparaît derrière lui et remarque que Yukito semble sur le point de pleurer à tout moment. Jinji assure à Yukito qu'il est là pour le protéger. Jinji avait découvert, grâce aux écrits de Makoto, que par le passé, l'un des dragons gardiens de l'île s'était affaibli et que l'autre était devenu incontrôlable. L'énergie tellurique fut déséquilibrée et les flammes ravagèrent les champs fertiles, rendant l'endroit inhabitable. Un ermite apparut et, en échangeant sa vie, ressuscita le dragon d'eau, qui put se réconcilier avec le dragon de feu. Avec le temps, l'harmonie retomba entre eux. Makoto écrivit le sortilège pour rétablir cet équilibre. Son plan était de créer le dragon d'eau sous forme humaine, puis de lui rendre son pouvoir en sacrifiant sa propre vie, comme l'avait fait l'ermite. Jinji décida d'accepter cette mission car il n'avait ni famille ni beaucoup de liens avec les autres. Lorsqu'il alla chercher Yukito à l'école, il était nerveux, mais il réalisa que Yukito avait grandi seul, sans amis, et qu'il mourrait probablement seul. Voir Yukito sourire lui apporta de la joie, et il comprit que mourir pour lui le rendrait heureux. Jinji se préparait mentalement à ce moment. Yukito lui demanda où il était allé et il répondit qu'il avait besoin de temps pour se renforcer intérieurement. Jinji demanda alors si Yukito souhaitait retrouver les pouvoirs du dragon d'eau. Yukito répond qu'il veut protéger les habitants de l'île, ses amis et tous ceux qu'il aime. En entendant cela, Jinji libère sa puissante énergie aquatique, et Kurama tente de l'en empêcher, car il sait ce qu'il compte faire. Mais bientôt, Yukito se retrouve dans une situation étrange avec Jinji, qui lui explique qu'ils sont à l'intérieur de l'énergie tellurique pour restaurer le pouvoir perdu du dragon d'eau. Il explique que, pour ce faire, un grand maître de l'énergie tellurique doit servir de canal, reliant l'âme du dragon d'eau à l'énergie tellurique. Yukito ne comprend pas et lui demande ce qu'il entend par là. Jinji répond qu'il donnera sa vie à Yukito. Puis il saisit la main de Yukito et saute dans l'eau. Dans l'eau, Yukito tente désespérément d'arrêter le sacrifice, mais Jinji lui serre la main et transfère son âme dans le corps de Yukito. Sur le champ de bataille, tout le monde regarde en silence Jinji s'effondrer et une énorme vague d'eau explose autour de Yukito. Soudain, Yukito se transforme en dragon bleu à la queue d'eau vive et affronte le dragon de feu. En volant, Yukito se remémore les bons moments passés avec Jinji sur l'île. Un jour, Momoko et lui découvrent que Jinji a fait griller le seul poisson qu'ils avaient mangé et bu du saké. Lorsque Momoko lui demande de devenir un adulte, Jinji répond qu'il vivra comme il l'entend jusqu'à sa mort. En fait, il savait déjà que ce jour arriverait bientôt. Dans le présent, Yukito, désormais sous forme de dragon, est engagé dans un combat acharné contre le dragon de feu. Les deux se poussent et s'attaquent. Kurama érige une barrière autour des autres pour les protéger et explique que les deux dragons tentent de rétablir l'équilibre énergétique. Ibuki demande si Yukito pourra reprendre forme humaine. Kurama répond qu'il l'ignore, car personne ne sait avec certitude quel sort Makoto lui a jeté. Pendant le combat, l'œil d'Harimatami du dragon de feu se ferme et la corruption de son corps commence à disparaître. Kurama observe et explique que Yukito rétablit la circulation énergétique entre les deux dragons. Puis, les Matami commencent à émerger du sol, jusqu'à ce que les deux dragons tombent ensemble dans le cratère. Peu après, Ibara voit Yukito agenouillé près du corps de Jinji, lui demandant de se réveiller,
car il va avoir froid en dormant dehors. Kurama pose une main sur son épaule et annonce la mort de Jinji. Yukito hurle son nom de douleur. Petit à petit, tout revient à la normale et Momoko apprend la nouvelle. Yukito, quant à lui, s'isole et refuse d'assister aux funérailles. Ses amis se rendent sur les lieux, se remémorant les bons moments passés avec lui et regrettant que Jinji ne leur ait jamais parlé de son projet. Les autres sont également dévastés par la mort soudaine de Jinji et se demandent s'ils pourront un jour le revoir. Pendant ce temps, le maire se rend dans la chambre de Jinji pour se remémorer les moments passés ensemble. Il parle de la photo de Jinji, affirmant qu'il a toujours été une personne authentique, sans faux semblant. Jinji a toujours eu une forte personnalité et, en tant que tuteur, le maire a eu du mal, mais il a aussi pris beaucoup de plaisir à s'occuper de lui. Il se met à pleurer, disant que Jinji n'aurait pas dû partir si tôt. Ailleurs, Kurama rend visite à un Ibuki désemparé. Ibuki lui demande s'il connaissait déjà le secret de Yukito, son dragon d'eau. Kurama répond qu'il ne l'a découvert que la veille. Ibuki demande comment Jinji l'a su, et Kurama lui montre le journal de Makoto, retrouvé dans sa chambre. Les notes décrivent le sort utilisé par l'ancien maître de l'énergie de la loi. Makoto avait probablement prévu d'utiliser ce sort également, mais Jinji s'entraînait depuis la mort de son maître pour aider un jour Yukito, et pour sauver l'île, il a fini par se sacrifier. Quand Ibuki demande avec colère pourquoi Jinji ne lui a rien dit, Kurama répond qu'il voulait sauver tout le monde, et que c'est pour cela qu'il n'a rien dit. Jinji savait que quelqu'un devait se sacrifier pour réveiller le dragon d'eau, alors il a lancé le sort, devenant un grand maître de l'énergie, tout comme Makoto. En entendant cela, Ibuki explose de colère et affirme que Kurama ne se soucie que de restaurer l'harmonie sur l'île. Kurama, cette fois, ne se retient pas et répond avec fureur, affirmant qu'Ibuki ne sait rien de lui et que, même par le passé, il n'avait d'autre choix que de laisser son maître derrière lui. Maintenant, devenu l'aîné, il a honte que Jinji ait dû se sacrifier à sa place. Ibuki, furieux, explique qu'il a eu recours à la magie noire pour utiliser toute sa puissance pour vaincre les Arimatami et sauver tout le monde. Les deux commencent à se battre violemment, mais leurs élèves accourent et leur disent d'arrêter de se comporter comme des enfants. Soudain, Ibuki se met à pleurer et dit qu'ils sont des ratés de n'avoir même pas pu sauver leurs propres amis. Quelque temps plus tard, Momoko frappe à la porte de Yukito et lui demande s'il va bien. Yukito commence à se reprocher la mort de Jinji, affirmant qu'il était faible et que Jinji devait mourir à sa place. Momoko le serre dans ses bras et lui dit qu'elle ne comprend pas grand-chose à l'énergie du lait, mais qu'elle connaît bien Jinji. Si Jinji était prêt à donner sa vie pour quelque chose, c'était probablement le seul moyen d'y parvenir. Par conséquent, Yukito ne devrait pas se blâmer. Momoko sourit en se remémorant le courage de Jinji, affirmant que, même s'il vivait librement, il suivait véritablement les traces de Maître Makoto. Elle demande alors à Yukito d'aller voir Jinji une dernière fois, sinon il serait triste sans sa présence. Plus tard, Yukito suit un groupe de Matami jusqu'au corps de Jinji, où il rencontre le maire. Le maire remercie Yukito d'avoir sauvé l'île, mais celui-ci affirme que tout le mérite revient à Jinji. Le maire verse des larmes et dit qu'il aurait aimé dire au revoir à Jinji et Makoto avec un sourire, mais que c'est difficile, puis il part, laissant Yukito seul avec Jinji. Yukito s'approche de Jinji et lui dit qu'il a été très égoïste d'être mort seul et d'avoir laissé tout le monde derrière lui, et que désormais personne ne peut vivre sans lui. Yukito hurle de colère, mais est soudain transporté dans le flux énergétique de la feuille. Là, il voit Jinji l'appeler par son nom et demander de l'aide, disant qu'on l'entraîne. Jinji lui demande d'utiliser son pouvoir de contrôle de l'eau pour le sauver, mais Yukito, désemparé, est bientôt ramené dans sa chambre. Lorsque Momoko et le maire accourent pour lui demander ce qui s'est passé, Yukito répond qu'il est encore possible de sauver Jinji, car son âme est toujours prisonnière de l'énergie tellurique. Il s'enfuit, se transformant à nouveau en un immense dragon d'eau. Inuki et Kurama voient Yukito courir comme un fou et décident de le suivre, ignorant où il va. Pendant ce temps, Yukito, désormais transformé, se rend sur la 4e île et ressent à nouveau le flux d'énergie tellurique là où il avait vu Jinji pour la première fois. Il plonge dans le cratère du volcan et se retrouve bientôt plongé dans le courant d'énergie, à la recherche de Jinji. Yukito décide de le ramener, même s'il doit le tirer par le col. Soudain, une énergie rouge vif le frappe. Lorsqu'il se retourne, il aperçoit un homme masqué et lui demande qui il est. Yukito lui demande alors s'il est son père et, d'un air joyeux, lui demande s'il le reconnaît, enlevant son masque pour voir son visage. Makoto explique à son fils qu'il était là depuis le début pour contrôler le dragon jusqu'à son réveil et sa prise de fonction. Lorsque Yukito lui demande s'il est encore en vie, Makoto répond qu'il est mort parce qu'il n'a pas pu vaincre le dragon en combat direct, mais qu'il est désormais une âme partielle qui continue de contenir le dragon de feu dans l'énergie du lait. Mais comme le dragon d'eau est plus important, il a tout fait pour que Yukito n'ait aucun contact direct avec le dragon de feu. Yukito réalise que pour affaiblir son lien avec le dragon de feu, son père l'a élevé comme un humain sur le continent. Mais sans tout ce désordre, ils auraient continué à vivre ensemble. Makoto demande alors pourquoi Yukito est entré dans le flux d'énergie du lait, et Yukito s'empresse de lui demander s'il sait où se trouve Jinji. Makoto répond qu'il l'a vu près d'un piquet qui lui servait de repère il y a des années, mais qu'il semble avoir été emporté par le courant. Yukito demande à être conduit auprès de Jinji,
affirmant vouloir le reprendre. Makoto, entendant cela, dit qu'il s'attendait à ce que Yukito, en tant que dragon d'eau, grandisse et s'habitue à l'énergie de la loi, mais maintenant qu'il est prêt, il lui demande de le suivre. Il nage un moment, mais Yukito est à la traîne, le flux d'énergie du lait étant trop puissant, et il doit suivre son père. Makoto lui demande de ne pas résister au courant, car cela pourrait engendrer confusion et erreur. Il devrait donc rejoindre les autres vies qui y circulent et se laisser porter par le courant. Bientôt, Yukito utilise ses pouvoirs de maîtrise du lait et se laisse porter librement, ce qui soulage Makoto, qui réalise que Jinji lui a vraiment bien enseigné. Yukito demande alors s'il le considère comme son fils, et le vieil homme répond que, peu importe d'où Yukito vient, puisqu'il l'a recueilli, il sera toujours son père. Pendant ce temps, Kurama est plongé dans une profonde prière, et Ibuki demande aux élèves ce qu'il fait. Les élèves expliquent que Yukito est de nouveau entré dans le canal énergétique et que son maître accomplit donc un rituel pour le protéger. Ibuki explique que le fleuve de la vie est un courant dangereux et que le simple fait d'y être peut faire perdre conscience, une chose que tout le monde ne peut pas supporter. Kurama ouvre les yeux et exprime son accord avec Ibuki, comparant la situation à celle d'un capitaine expérimenté qui pourrait encore se perdre dans une tempête. Ibuki répond que si Yukito est devenu un dragon d'eau, il comprend certainement les risques. Soudain, plusieurs créatures appelées Ayametimus surgissent de nulle part. Kurama réalise que son appel pourrait attirer des énergies indésirables provenant du flux de la loi. Voyant que Kurama peut être arrêté, Ibuki prépare son arme pour affronter les envahisseurs, et les élèves se positionnent pour l'aider. Pendant ce temps, Yukito et Makoto trouvent une tête verdâtre et bruyante, presque noyée dans le flux d'énergie, hurlant le nom de Yukito et implorant de l'aide. Yukito l'attrape par le col et la soulève. Jinji est soulagé de revoir son frère. Yukito lance un regard furieux à Jinji, affirmant qu'après avoir causé tous ces problèmes, il a encore eu le courage de mourir seul, sans se soucier de ce que les autres ressentiraient, surtout lui. Jinji fronce les sourcils et demande ce qu'il aurait pu faire d'autre que se sacrifier. Makoto le frappe et répond qu'en tant qu'élève, Jinji avait bien d'autres options. Il explique que le sort n'était qu'un plan de secours et que Jinji n'avait pas besoin de se sacrifier pour sauver l'île. Makoto affirme que si Yukito ne s'était pas éveillé en dragon, Jinji aurait dû laisser l'île brûler, car cela fait partie du cycle naturel de destruction et de renouveau. Jinji demande alors comment Yukito compte le ramener à la vie, et Yukito répond qu'il pensait pouvoir simplement le soustraire au flux d'énergie. Cependant, il admet que ramener quelqu'un d'entre les morts n'est pas chose facile. Makoto encourage Yukito en lui disant qu'il peut y arriver s'il croit en lui. Il lui rappelle que Yukito n'a pas été consumé par l'énergie, car il n'a jamais abandonné. Yukito demande à Jinji s'il veut toujours rentrer chez lui, et Jinji répond qu'il veut toujours manger et boire de bonnes choses, parler à ses amis, obtenir de l'argent de Yukito et aller pêcher. Yukito soupire et dit que Jinji aurait pu donner de meilleures raisons. Jinji rétorque qu'il n'y a rien de mal à vouloir s'amuser. Yukito avoue qu'il était tellement concentré sur son arrivée qu'il ne sait même plus où se trouve l'île, et interroge Makoto. Makoto explique que le seau s'est brisé lorsqu'il a sauté dans le lac volcanique et que grâce à lui, il savait où se trouvait l'île. En entendant cela, Jinji panique et commence à se disputer avec Yukito comme s'ils étaient frères se battant à nouveau. Makoto tente de les calmer, affirmant qu'il faudrait 50 à 60 ans pour revenir, mais soudain, Yukito sent quelque chose. Yukito attrape le bras de Jinji et se met à suivre cette nouvelle énergie. Lorsque Yukito envoie un signal depuis l'intérieur du flux, Farama le perçoit à l'extérieur et annonce à tout le monde qu'il a été retrouvé. À l'intérieur, Jinji dit à Yukito que les autres tentent de les sortir par la sortie. Voyant cela, Makoto est ému, réalisant que les deux frères sont toujours aussi forts ensemble, et les serre dans ses bras en disant qu'ils ont tous deux fait de leur mieux. Puis, Makoto les pousse vers la sortie, et Jinji tente de l'emmener avec lui. Makoto refuse, prétextant qu'il ne peut pas partir car il a passé trop de temps là-bas et doit continuer à suivre le dragon de feu. Yukito demande à Jinji de lui tenir la main et commence à le tirer contre le courant d'énergie. Soudain, Yukito voit le seau s'ouvrir à nouveau et une main apparaît, tirant les deux hommes hors de l'eau. C'est Ibuki, qui fait de son mieux pour les sauver, car elle ne supporte pas de perdre quelqu'un d'autre. Il utilise toute sa force, mais sa main glisse de celle de Yukito et il manque de retomber dans l'eau. À ce moment-là, Yukito aperçoit une sphère jaune et demande s'il s'agit du dragon de feu. La créature répond oui. Yukito promet au dragon de rester avec lui sur l'île et de ne pas le laisser seul. Le dragon promet de l'attendre. Peu après, le bras d'Ibuki réapparaît et il crie le nom de Yukito, le tirant hors de l'île. Yukito se réveille et cherche Jinji des yeux, mais il n'est pas là. Pendant ce temps, Jinji se réveille dans sa chambre funéraire, surprenant Momoko, qui venait lui rendre hommage. Lorsque le maire entre et voit Jinji vivant, il tombe au sol, complètement choqué. Le vieil homme se met à crier vers le portrait de Makoto, disant l'avoir vu à côté de Jinji, tandis que Jinji boit le verre de Momoko et affirme se sentir revivre. Pendant ce temps, Umbara examine Yukito avec excitation, affirmant qu'elle ne se calmera que lorsqu'elle sera absolument sûre qu'il va bien. Yukito remercie ses amis d'avoir été à ses côtés tout au long de ce voyage. Kurama et Ibuki s'entendent à nouveau, et Ibuki demande à Kurama de compter sur lui pour affronter de nouveaux désastres,
si jamais l'enfer se déchaînait à nouveau. Le lendemain matin, le maire traîne Shinji hors de la maison, exigeant qu'il explique à tout le monde comment il a survécu. Dès que ses amis le voient, ils se précipitent pour le serrer fort dans leurs bras, incapable de retenir des larmes de soulagement. Mais il commence bientôt à le réprimander pour avoir causé tant de souffrance. Ces retrouvailles émouvantes marquent une fin importante pour tous, marquant un nouveau départ pour la communauté. La vie sur l'île d'Ayaka reprend son cours normal. Ibuki prend la tête de la première île, montrant des signes de maturité grâce à l'influence de Kurama. Il commence à adopter les anciennes méthodes de son maître, faisant preuve d'un sens des responsabilités renouvelées. Yukito retourne à la vie scolaire, étudiant aux côtés d'Ibara et des deux autres élèves de Kurama. Le nouvel uniforme qu'il porte réjouit tout le monde autour de lui, symbolisant un nouveau départ. Shinji, quant à lui, ne s'intéresse guère aux festivités, préférant poursuivre son insouciance, boire et profiter de la vie. Avec le temps, l'île retrouve sa paix. Yatoru prend la décision sincère de rester sur Ayaka pour toujours, en faisant son nouveau foyer. Chaque personnage trouve son propre chemin, façonné par ses expériences et renforcé par les liens qu'ils ont tissés. L'île silencieuse, autrefois marquée par le chaos et le doute, rayonne désormais d'harmonie. La communauté se reconstruit avec force, embrassant à la fois le passé et l'avenir. L'île d'Ayaka devient un symbole d'espoir et de renouveau, un lieu où la vie avance, renforcée par les épreuves qu'ils ont traversées ensemble.